Dans un monde où le pouvoir est déterminé à la naissance, il a hérité des pires statistiques impossibles. Pas de mana, pas de talent, juste des explorations de donjons pour payer les factures d'hôpital de sa sœur. Quand le désespoir le pousse dans un donjon interdit, quelque chose brise les règles. Il obtient un œil qui lui permet de voir ce que personne d'autre ne peut voir. Les statistiques et la vérité, le potentiel caché au monde entier. C'est ainsi que Burn Lothier a découvert la vision d'administrateur. C'est parti. L'histoire commence avec le protagoniste courant rapidement à travers une grotte sombre, respirant lourdement de fatigue. Il s'est retrouvé dans une impasse et à cause de cela, les monstres qu'il poursuivait l'ont rattrapé. Il s'est tourné vers eux et a supplié bruyamment les gobelins de ne pas s'approcher de lui. Il n'avait nulle part où fuir et a commencé à appeler à l'aide à grands cris. Alors que les monstres se rapprochaient de plus en plus, plusieurs personnes sont venues à lui, ont facilement tué les monstres et lui ont dit d'arrêter de le harceler. Il a appelé à l'aide si pitoyablement qu'il devrait arrêter de le torturer. Sa conscience le tourmentera à cause de ça. Après tout, Amachikai n'a qu'un niveau de magie de 5, ce qui est trop bas même pour le rang E. C'est une misérable personne sans rang. Il n'a rien répondu à cela. Il a versé du thé dans une tasse et a dit qu'il leur était très reconnaissant pour leur aide. Vous devez avoir soif, n'est-ce pas? Voici du thé pour vous. Un type nommé Sato a utilisé la magie pour lui prendre la tasse des mains et a dit qu'il était assez malin. Un déchet comme lui ne peut que ramper devant les autres et les divertir. Il y a 20 ans, quand des cubes ont commencé à descendre du ciel partout dans le monde, ils ont reçu le don de Dieu, la magie et l'humanité s'est éveillée. Cependant, Dieu est trop cruel car il a donné à chacun des capacités égales. Au contraire, il a donné naissance à des personnes sans rang, avec peu de magie, et des personnes de haut rang comme eux. Eux, les forts, peuvent vendre ces pierres magiques et gagner facilement beaucoup d'argent. Ne pense-t-il pas qu'il serait plus utile à ce monde s'il prenait un misérable travail de bureau? Il est vraiment pathétique et tout le monde veut gagner beaucoup d'argent. Il n'est pas le seul un ver sans magie car il a une sœur cadette qui est également impuissante. Il était très en colère à ce sujet, mais l'autre l'a immédiatement frappé au visage avec son pied et lui a dit de ne pas le regarder avec ses yeux hideux. S'il a encore du temps, il ferait mieux d'essayer de ramasser à nouveau les pierres. Le protagoniste pensa au cube mystique qui était soudainement apparu il y a 20 ans. À l'intérieur d'eux se cachaient des mondes grouillants de monstres qui furent connus sous le nom de donjons. La force des monstres apparaissant dans les donjons dépend du niveau du cube. Les cubes vont du rang E au rang S. Ils sont de haut rang, mais ils se sont retrouvés dans l'un des cubes les plus faibles de rang E-. Après cela, ils sont sortis de ce cube ensemble et il a pensé que le monde avait radicalement changé après l'apparition des cubes. L'Association des donjons qui s'occupe des cubes a été fondée par une guilde qui avait précédemment conquis des donjons. Cela marqua le début de l'histoire des aventuriers capables d'utiliser la magie et la technologie contenant des pierres magiques. C'était comme être dans un monde de jeu, mais en tant que PNJ. Sato lui tendit quelques billets et dit que c'était sa part. Il le remercia, mais immédiatement après il les lâcha et les billets commencèrent à tomber par terre. Il a commencé à piétiner son argent avec son pied et a demandé « C'est difficile de contrôler la magie quand on en a beaucoup, pas vrai ?» Il est parti avec les autres aventuriers et le protagoniste a commencé à ramasser l'argent sur le sol. Plus tard, il est rentré chez lui et a pensé que même si Dieu existe, tout le monde n'a pas été béni par lui. Il est entré dans la maison et a été immédiatement accueilli par sa sœur Nagi. Il lui a dit qu'elle devrait rester au lit et se reposer. Elle a refusé et a dit qu'elle allait beaucoup mieux. Il devrait voir ce qu'elle peut faire. Ses jambes ont flanché. Elle a commencé à tomber et il l'a rattrapée en demandant « Ça va? Tu ne devrais pas en faire trop. » Elle a ri et l'a remercié. Il a vu quelque chose sur son épaule et a pensé que le syndrome d'épuisement magique était une maladie que ce même maudit Dieu avait donnée aux gens. Avec l'avènement des cubes, l'humanité s'est éveillée et a acquis un pouvoir magique. Ceux qui avaient beaucoup de magie ont acquis diverses capacités et des aptitudes physiques surnaturelles. Cependant, les personnes ayant de faibles niveaux de magie n'ont aucune capacité et leur magie est dépensée même pour de simples mouvements corporels. Ceux qui souffrent de cette maladie possèdent une magie qui devrait normalement se régénérer, mais elle est absorbée par des pierres magiques parasites sur leur corps. Incapables de reconstituer la magie nécessaire au mouvement, ils se retrouvent finalement incapables de bouger ne serait-ce qu'un doigt. Jusqu'à ce qu'un remède soit trouvé, la seule option était de compter sur des transfusions sanguines pour reconstituer la magie perdue. Cependant, en raison du nombre de patients en croissance rapide, le traitement est devenu extrêmement coûteux. Une compétition mondiale pour le sang de donneur pour ces transfusions a commencé. Elle remarqua une égratignure sur son bras laplat et lui dit qu'il était blessé. « On devrait te soigner les blessures, laisse-moi voir. » Il a dit que ce n'était rien de grave. Ça guérirait tout seul. Elle, avec une expression effroyablement sérieuse, a dit qu'il devait la laisser voir. Nagi a commencé à appliquer de la pommade sur ses blessures et a dit qu'il était couvert de plaies. Kai a dit que c'était un des trophées honorifiques reçus pour son bonheur à elle. Elle l'a remercié et il a dit qu'il devrait manger. Aujourd'hui, il cuisinerait le poisson de la rançon. Ensuite, ils ont préparé le repas et elle a dit que c'était vraiment délicieux.
Il a ri et lui a dit d'en profiter, mais de mâcher plus longuement. Elle lui a tendu une cuillère en lui disant qu'il devait bien manger aussi. Il a été touché par ce geste, mais soudain, la main de la jeune fille s'est mise à trembler et elle a fait tomber la cuillère. Elle s'en est excusée, mais il a mangé la nourriture tombée par terre en disant avec un sourire que c'était très bon. Après ça, elle est allée se coucher et il s'est dit qu'il devait faire plus d'efforts. Il n'y a pas d'autre solution. La maladie est encore à l'étude. Un jour, ils comprendront vraiment comment la traiter, mais d'ici là seul, l'argent peut soulager ses symptômes. Pour la mémoire de ses parents décédés, il la protégera. Le lendemain, Sad lui a annoncé qu'il était renvoyé. Le protagoniste a été choqué et a demandé ce qu'il venait de dire. L'autre a ricané en lui demandant s'il était devenu sourd. Il a nié et a demandé pourquoi il était renvoyé. Il a demandé « Est-ce que ça veut dire qu'il est soudainement devenu plus bête? » Un génie comme lui ne peut pas rester à un niveau aussi bas. Ce ne serait pas génial de viser plus haut, mais d'avoir un 100 rang dans l'équipe. Il était très inquiet, lui a demandé d'attendre d'une voix forte et a dit qu'il ferait tout ce qu'il fallait. Il travaillerait 2 fois plus dur qu'avant. L'autre a répondu avec un ricanement que malheureusement c'était également inutile. Au lieu d'un faiblard comme lui, il serait bien plus utile pour les futures conquêtes de faire équipe avec quelqu'un de fort. Il n'avait plus besoin d'aller dans les cubes. Il devrait faire un travail sans valeur. Il l'a attrapé par les épaules et a crié que ce n'était pas possible. Il avait besoin d'argent pour sa sœur. Il l'a repoussé et lui a dit d'une voix forte qu'il s'en fichait. Qu'il meure dans le donjon ou de faim, ça ne faisait pas grande différence. S'il avait tout compris, il devait partir. Quelque temps après, le protagoniste est allé voir d'autres aventuriers, s'est excusé et a demandé s'il pouvait aller avec eux dans le donjon. L'aventurier lui a demandé quel était son rang. Il a pris sa carte, l'a lue, la lui a rendue, s'est excusé et lui a dit qu'il ferait mieux de chercher quelqu'un d'autre. Après ça, il s'est rendu à la guilde des aventuriers qui a dit qu'il cherchait une équipe qui recrutait actuellement. L'employé a regardé ses documents, s'est excusé et lui a dit que son rang était cependant trop bas. Trouver une équipe serait problématique. Il a dit d'un ton inquiet qu'il ferait tout ce qui était nécessaire, même s'il devait porter l'équipement de quelqu'un d'autre. Elle s'est inclinée et a dit qu'elle était vraiment désolée. Après ça, il est rentré chez lui et Nagui l'a accueilli. Elle l'a serré dans ses bras et lui a demandé « Ton travail s'est terminé si tôt aujourd'hui. » Il a fait comme si tout allait bien à acquiescer avec une expression joyeuse et a dit que grâce à ses efforts, ils avaient terminé le donjon en un rien de temps. Le lendemain, un aventurier lui a donné un coup de pied et lui a dit d'une voix forte d'arrêter d'être agaçant. Ils n'ont pas besoin d'un 100 rang. L'employé de la guilde a dit qu'elle était vraiment désolée. Il n'y avait pas encore d'équipes appropriées. De nombreuses personnes lui ont dit qu'il devrait faire autre chose. Ils n'ont pas besoin de lui cacher derrière les autres pendant qu'ils font tout le travail. C'est un parasite, il est un boulet. Ils n'ont pas besoin d'un 100 rang. Elle est désolée, mais il n'y a pas d'équipes qui conviennent. Il est inutile, indésirable et pathétique. Quand Kai est rentré à la maison, Nagui a remarqué qu'il était déprimé et lui a demandé « Tu cherches du travail, n'est-ce pas? » Il a acquiescé. Elle a ajouté qu'il travaillait tard tous les jours. Pourquoi ne se reposerait-il pas un peu pour une journée? Peut-être qu'il pourrait jouer à des jeux de société. Il n'en pouvait plus et lui a crié qu'elle ferait mieux d'aller se coucher. Pour qui croit-elle qu'il fait tout ça? Si elle s'inquiète, elle devrait juste le laisser tranquille et se reposer. Elle s'est excusée et a tendu la main vers lui, mais il a commencé à s'éloigner en disant qu'elle devait juste aller se coucher et se reposer. Après ça, il est retourné au bureau et l'employé a dit qu'elle était désolée, mais qu'il n'y avait pas de recrutement aujourd'hui non plus. Il est sorti et l'air fatigué, il a pensé que 3 semaines s'étaient écoulées sans qu'il n'ait fait le moindre progrès. Peut-être devrait-il abandonner et trouver un travail normal. Non, le salaire est trop bas. Seul l'argent des cubes peut couvrir le traitement de Nagui. Il a regardé sur le côté, a vu une boulangerie s'est approchée et a dit qu'il voulait acheter 2 tartes. Il a regardé dans son portefeuille et n'a demandé qu'une seule tarte. Il est rentré chez lui, a appelé sa sœur et lui a dit qu'il lui avait acheté sa tarte aux fraises préférée. Il a remarqué que c'était trop calme, est entré dans la chambre et a vu qu'elle était allongée sur le sol. Il était très inquiet. Il a appelé une ambulance et a expliqué la situation d'une voix forte. Une ambulance est arrivée et elle a été emmenée à l'hôpital pendant que les médecins retenaient le protagoniste qui était très agité. Ensuite, il est arrivé à cet hôpital et a attendu que le médecin termine l'opération. Il a couru vers lui et a demandé d'un ton inquiet ce qui n'allait pas avec sa sœur. Le médecin lui a demandé de se calmer, l'a écouté et a dit que son état s'était aggravé. Elle était au stade 3 de la maladie. En d'autres termes, elle ne se réveillerait plus. Il n'arrivait pas à y croire et a demandé « N'y a-t-il vraiment rien que l'on puisse faire ?» Le médecin a dit qu'il y avait une option pour la maintenir en vie jusqu'à ce qu'un remède soit trouvé. Pour autant qu'il le sache, il y avait une pénurie de transfusions sanguines, donc son traitement serait très coûteux. De plus, on ignorait quand un remède serait trouvé et il serait très probablement très cher. Le coût approximatif était de 10 millions de yens. Il entra dans la chambre de sa sœur, s'assit sur une chaise à côté d'elle et se demanda pourquoi il était si cruel. D'abord, il leur avait enlevé leurs parents et les avait forcés à traverser toute cette épreuve. Mais maintenant, il voulait lui enlever sa seule sœur.
Aux informations, le présentateur annonça qu'une alerte d'urgence avait été émise. Il y a quelques minutes, le premier cube doré est apparu dans la rue de Shibuya. L'Association des donjons est en train de rassembler une équipe pour nettoyer le cube doré et offre 5 millions pour la participation et 5 millions supplémentaires par personne pour le nettoyage lui-même. Maintenant, le président de l'organisation, Ryuenji Kagura, prend la parole. Il a déclaré qu'en ce qui concerne le cube doré, apparu aujourd'hui, l'Association des donjons a décidé de former une équipe spéciale de nettoyage. Il n'y a aucune exigence. Une seule chose est nécessaire. Leur participation, un vœu adressé à toutes les personnes courageuses qui l'entendent, il les attend. Le protagoniste a ri et s'est dit qu'on aurait dit que Dieu lui avait tendu la main. Un cube mystérieux jusqu'alors inconnu de tous. Dans le pire des cas, ses chances de survie sont même inférieures à 50%. Même s'il y va, il n'y a aucune garantie qu'il reviendra. Cependant, 5 millions juste pour participer et 10 millions pour le nettoyage. Il a pris son courage à deux mains, s'est levé de sa chaise et a pensé que c'était tout simplement génial. Peu importe les choses inexplicables qui pourraient lui arriver, il se battra et obtiendra ses 10 millions. Il reviendra le dire à Nagi. Quand elle se réveillera, il se battra pour elle et la sauvera. 72 personnes aux objectifs différents. L'apparition soudaine d'un cube doré, que ce soit pour la richesse, l'honneur ou la curiosité d'un scientifique, s'uniront dans ce cube pour le rayer de la surface de la Terre. Cependant, à partir de maintenant, les informations n'honoreront que 2 noms et ce seront les noms des survivants. Il est arrivé au bâtiment de l'association et les jeunes femmes lui ont dit que l'inscription pour l'avant-garde du cube doré se faisait ici. Elles distribuent aussi de la nourriture. Il fallait leur faire savoir si quelque chose était nécessaire. Le présentateur du journal télévisé a dit qu'il devrait y jeter un œil. Tant de jeunes aventuriers veulent entrer dans le cube doré. Soto le remarqua et dit avec un sourire narquois qu'il fallait voir qui était venu. Ils se sont approchés de lui et il a dit qu'il ne s'était pas vu depuis longtemps. « Comment ça va? T'as déjà trouvé un nouveau maître à qui te coller. En tout cas, on va nettoyer le cube doré qui est apparu aujourd'hui. On est des gens occupés. Alors sur ce, on te dit au revoir. » Kei, avec une expression sérieuse, a dit qu'il allait aussi au cube doré. Il était indigné par cela. Il s'est approché de lui et l'a frappé à l'estomac, le faisant tomber au sol. Il a dit que lui, un parasite, voulait ne rien faire et gagner beaucoup d'argent. Un insecte immonde comme toi devrait juste mourir. Il était sur le point d'utiliser la magie, mais s'est arrêté quand la jeune femme a dit à voix haute qu'il devait arrêter. L'utilisation illégale de compétences à des fins offensives est interdite. Vous devriez vous retirer maintenant. Son coéquipier expliqua qui elle était. Ils commencèrent à partir. Sato l'a traité d'idiot et a dit qu'il lui souhaitait bonne chance pour jouer le rôle de chair à canon. La jeune femme a tendu la main au protagoniste et lui a demandé s'il allait bien. Il a pris sa main et l'a remercié. Elle a demandé s'il se dirigeait aussi vers le cube doré. Il a acquiescé et lui a demandé, et elle a refusé en disant qu'elle ne pouvait pas se battre. Un type est venu vers eux, l'a appelé Ya et a dit qu'elle était donc là. Elle s'apprêtait à le rejoindre et a dit qu'ils allaient prendre congé. Il les a regardés et a pensé qu'elle ne pouvait pas se battre. Est-ce qu'elle est aussi sans rang? Il est une étrange personne sans rang qui se dirige vers le donjon le plus dangereux. Ça ressemble à une mauvaise blague. Malgré tout, il a un but, une motivation. Après cela, l'homme debout sur l'estrade devant les aventuriers a dit d'une voix forte qu'il les remerciait infiniment d'avoir volontairement choisi d'entrer dans le cube inconnu au péril de leur vie. « Je suis Tanaka Iai, vice-capitaine de la Guilde Avalon. Je commanderai l'avant-garde aujourd'hui. » L'aventurier qui se tenait devant lui demanda à voix haute d'un ton surpris. Avalon, la meilleure guilde japonaise, et aussi le vice-capitaine. « Est-ce que ces deux-là derrière vous sont-ils des soldats américains? » Ce sera l'argent le plus facile de sa vie. Il a dit qu'ils s'étaient rassemblés ici, dans la précipitation, mais qu'ils avaient un objectif commun, nettoyer le cube. Ils doivent se couvrir les uns les autres et travailler en harmonie. Ils doivent se battre et revenir vivants. L'avant-garde part au combat. Au même moment, 2 personnes étaient assises dans le bureau à côté de lui et ont demandé « Est-il sûr que nous n'avons pas besoin d'y aller? » Exactement. Parce que l'objectif principal n'est pas de nettoyer le cube. Donc nous n'avons rien à faire là-bas. Tout se passera comme il le dit. Si le croyant envoyé peut s'en charger, alors tant mieux. Cependant, ce cube doré le rend nerveux. C'est comme ça qu'on les appelle maintenant une boîte inhabituelle. Ou est-ce une boîte précieuse? Au même moment, tous les membres de l'avant-garde sont entrés dans la pièce et Ai a demandé « Est-ce que c'est ça le cube doré? » Les aventuriers sont commencés à regarder autour d'eux et ont demandé « On est déjà à l'intérieur. » Ils n'avaient jamais vu de tels endroits dans des cubes. Il a aussi regardé autour de lui, n'a vu ni entrée ni sortie et a dit à voix haute qu'il devait y avoir une sorte de mécanisme ici. Il devait tout fouiller minutieusement. Les aventuriers se sont approchés d'un mur et ont demandé « C'est une fresque, n'est-ce pas? Peut-être qu'il faut une sorte de code ici. » Le protagoniste a commencé à l'examiner et a pensé que sur la première fresque des monstres combattaient des humains. Sur la deuxième, un chevalier et un ange, un serment d'allégeance de dévouement. La troisième est détruite. On ne voit rien.
N'y a-t-il pas un ange et un cube dessinés au-dessus d'eux, l'œil sur la troisième fresque? Il l'avait définitivement déjà vu quelque part, et s'en est approché et a demandé. C'est l'œil de la Providence, l'œil qui voit tout, n'est-ce pas? Pourquoi ces fresques sont-elles là et quel est leur but? Il a pensé que c'était un indice. Soudain, une voix inconnue a annoncé que la première épreuve avait commencé une épreuve de force. Tout le monde s'est soudain senti mal à cause du son puissant et un compte à rebours a commencé. Il a dit à voix haute qu'ils devaient tous se calmer. Ils devaient se mettre par deux et trouver une position stable. Les aventuriers se sont mis dos à dos attendant la fin du compte à rebours. Et la jeune fille a demandé « Qu'est-ce que c'est ?» Il a répondu qu'il ne savait pas. Il devait se tenir prêt. Kai, l'air tendu, se demandait ce que tout cela pouvait bien signifier. La voix inconnue a dit « Première épreuve, début de l'épreuve de force ». Il s'est retrouvé seul dans cette pièce et s'est exclamé que c'était sûrement une blague. Pourquoi était-il seul ici? Il s'est dit qu'une téléportation avant d'avoir terminé le niveau, ça n'arrivait jamais. C'est clairement un donjon inhabituel. Soudain, un petit cube est apparu à côté de lui et un monstre étrange a commencé à en sortir en rampant. Il l'a regardé et a pensé que c'était un hobgoblin, un boss moyen dans les cubes de rang E. Les aventuriers de rang E peuvent au moins s'en occuper d'une manière ou d'une autre, mais lui n'avait aucun rang. Il tremblait de peur et pensait que l'hobgoblin allait probablement gagner. Alors ce monstre, c'était son adversaire. Un autre aurait gagné facilement. Mais lui non, il devait tenir bon car il avait déjà choisi sa voie. S'il abandonnait maintenant, il ne sauverait pas Nagui. Seule la victoire comptait. Le monstre a poussé un grand cri et a tenté de l'attaquer. Il a esquivé et l'air tendu a pensé que la puissance d'un seul de ses coups pourrait tout simplement l'écraser. Il s'est retourné brusquement, l'a frappé à l'estomac et s'est dit que cependant sa trajectoire était prévisible. Il devait continuer à bouger calmement. Il était assez prévisible. Les provocations de Sat lui avaient fait du bien. Pas à pas, il devait se placer derrière lui et frapper. Il était sur le point de porter son coup, mais à ce moment-là, le monstre a poussé un grand cri, lui faisant perdre son sang-froid. L'hobgoblin s'est soudainement tourné vers lui et lui a asséné un coup puissant à l'estomac. Il était gravement blessé. Il a été projeté sur le côté. La compétence d'intimidation avait fait son effet. Le protagoniste s'est appuyé sur son épée, le visage choqué, et a pensé que la situation était mauvaise. Il ne pouvait plus respirer. Il doit se relever tout de suite. Il a levé la tête et a vu le monstre courir vers lui en poussant un grand cri. Il a tenu son épée devant lui et a tenté de bloquer le coup, mais il a lâché l'arme qui a volé sur le côté. Très inquiet, il est tombé au sol et a regardé l'hobgoblin avec horreur. Il était terrifié par la situation et s'est dit que c'était inutile. Il allait mourir. Le monstre s'est approché de lui calmement sur le point de lui mordre la tête et il s'est dit qu'il était si pathétique, un moins que rien s'en rend une honte. Il a demandé pardon à sa sœur. Il ne pourra pas tenir sa promesse. Il s'est souvenu de Nagui a rassemblé ses forces et a asséné un coup puissant dans la gueule du monstre. Il a pensé qu'il ne pouvait pas abandonner. Il devait continuer à se battre. Le monstre a hurlé de douleur et est tombé au sol. Il s'est relevé et a demandé à voix haute « Alors quel goût ça a? C'est bon! » Il préparait ce coup. Ça brûle pas vrai. Il a sorti une petite fiole et a demandé à voix haute « Ça ne suffisait pas, alors tu vas en prendre encore. » Il a lancé l'artefact de l'association des donjons de la peinture noire et a touché la tête du monstre, atteignant également l'œil de l'hobgoblin. Il s'est mis à courir, a ramassé un autre artefact et l'a lancé sur le monstre, le clouant solidement au sol. Pendant que l'hobgoblin était immobilisé, il a repris son épée et a immédiatement couru vers lui. Il s'est approché suffisamment et a porté un coup très puissant au monstre avec son arme. Le monstre a été vaincu et une voix inconnue a annoncé que la première épreuve, l'épreuve de force, était terminée. Juste après, il est tombé au sol et s'est mis à cracher du sang pensant qu'il avait réussi, mais qu'il avait trop forcé et qu'il souffrait énormément. Il ne peut plus bouger. Pourquoi tout devient si sombre? Il entend quelque chose, mais il n'arrive pas à distinguer quoi. Il a été téléporté dans la pièce et Ai lui a relevé la tête en lui disant à voix haute de tenir bon. Il a remarqué que le protagoniste allait bien et a dit qu'il était très content qu'il soit maintenant en sécurité. Tout était fini. Il a appelé Midori à voix haute et lui a dit de soigner ses blessures. Il pensa que tout était vraiment terminé. Le frère de la jeune fille était fort. La jeune fille a commencé à soigner ses blessures avec de la magie et il s'est tenu à côté d'elle disant qu'il avait réussi la première épreuve. Il a demandé pardon, mais quel est son rang et qui était son adversaire? Il a répondu qu'il n'avait pas de rang. Il avait combattu un hobgoblin. Il a regardé le vice-capitaine et s'est dit qu'il était couvert de blessures. Un homme pareil aurait-il pu être blessé dans un combat contre un hobgoblin? Il s'est excusé, l'a interpellé et lui a demandé qui était son adversaire. L'homme s'est tourné vers lui et a répondu qu'il avait vaincu un ogre de haut rang. Il fut très surpris par ce qu'il venait d'entendre et se dit qu'il s'agissait d'un monstre de haut rang. Même les aventuriers de rang A ont du mal à les affronter. C'était impossible. Il a dit que les adversaires de toutes les personnes présentes, et a acquiescé et a ajouté que chacun d'entre eux avait combattu le plus fort de sa catégorie comme s'ils étaient évalués.
Certains n'étaient pas revenus. Ils ne pouvaient qu'espérer. À ce moment, une voix inconnue annonça qu'il restait 15 survivants. L'épreuve de force était terminée. Ils furent très surpris par cette nouvelle et se remémorèrent ceux qui avaient échoué à l'épreuve. La voix annonça que la deuxième épreuve, celle de l'érudition, avait commencé. Ils restèrent tous ensemble dans la pièce qui se mit à se transformer sous leurs yeux. Ils ont regardé autour d'eux et ont remarqué sur le sol des images représentant une paume, des jambes, un œil et un torse. Les aventuriers se sont dit que c'était encore une sorte de dessin. Est-ce une sorte d'énigme? Leur attention fut attirée par une lumière vive émanant de la fresque. Ils regardèrent dans cette direction avec surprise et s'exclamèrent que l'ange sur la fresque avait bougé. Il s'est approché de Kai, l'a bousculé, l'a traité d'ordure et lui a dit de dégager de son chemin. Il a souri, a fait apparaître de la magie dans sa main et a déclaré que le premier coup était décisif. Cet ange doit mourir. Il a attaqué avec sa magie, mais contre toute attente, son sort n'a pas laissé la moindre égratignure sur la statue. Les aventuriers s'inquiétèrent et Ai leur a crié de se regrouper et de maintenir la défense. Le protagoniste se leva, observa la scène et se dit que la magie ne fonctionnait pas, qu'il y avait cette fresque mystérieuse et cet ange. Comment sont-ils censés réussir cette épreuve d'érudition? Soudain, il laissa tomber son épée, pensant que ses mains ne lui obéissaient plus, ou plutôt qu'elles ne bougeaient plus. Il a regardé autour de lui et a remarqué que les autres ne pouvaient plus bouger leurs mains non plus. L'ange s'est approché de l'un des aventuriers et a placé son épée sous sa gorge. L'homme regarda la statue avec horreur et d'un coup sec, elle lui trancha la tête. Les aventuriers se sont mis à paniquer et Ai leur a crié de se calmer et de s'éloigner de l'ange. Ils ont couru dans tous les sens et soudain le protagoniste est tombé au sol avec une expression surprise. Il s'est retourné et s'est demandé « Qu'est-ce qui se passe ici ?» Ses jambes ne bougeaient pas. Par contre, il pouvait à nouveau sentir ses bras. Comment était-ce possible? Les autres aventuriers se prirent de la tête entre les mains en criant « Qu'est-ce qui se passe ?» Le héros pensa perplexe qu'il était allongé mais qu'il pouvait bouger les bras. Et était allongé à côté de lui et lui a crié qu'il devait fuir. L'ange approchait. Ils devaient garder leur distance. Plusieurs aventuriers se sont plaints d'une voix inquiète de ne plus rien voir. Il a regardé dans leur direction et a réfléchi. Ils ne pouvaient pas voir. Il y avait une dalle avec un œil, ici une avec des jambes, et avant il y avait eu une dalle avec des bras. Il commençait à comprendre et Ai a crié que la fonctionnalité des membres dépendait de la dalle sur laquelle on se trouvait. Les aventuriers étaient très nerveux, car ils ne voyaient rien, et l'ange les tuait sans pitié un par un. Sato est sorti en courant de la dalle de l'œil et s'est soudainement mis à s'étouffer. Kai a remarqué cela et s'est demandé « A-t-il atterri sur la dalle du torse? Ses organes ont-ils vraiment cessé de fonctionner? » L'homme lui tendit la main et appela à l'aide l'air terrifié. Kai le regarda d'un air surpris et se demanda de quoi cet idiot pouvait bien parler. Et pourquoi devrait-il le sauver? Il l'a traité comme un chien et l'a harcelé à de multiples reprises. C'est le karma. Il doit survivre pour sauver sa sœur. Cependant, il veut pouvoir lui demander pardon et pour ça, il ne peut tout simplement pas le laisser tomber. Il a commencé à ramper vers lui en se disant que s'il agissait stupidement, il ne pourrait plus jamais regarder Nagi en face. Il doit devenir un grand frère sur qui on peut compter. Il a réussi à se relever et a immédiatement couru vers lui. Il a commencé à s'étouffer et s'est dit qu'il devait le sortir de là. Il doit lui prendre la main. À sa grande surprise, Sato utilisa la magie avec un sourire narquois et le poussa sur le côté. Il le regarda ensuite avec un air suffisant et se dit qu'il allait survivre. Contrairement à lui, le protagoniste est tombé par terre à côté du monstre et s'est demandé « M'a-t-il poussé vers l'ange ?» Il perdit la vue et pensa qu'il faisait sombre ici. Il ne pouvait plus rien voir. Il était maintenant sur la dalle de l'œil. Il savait pertinemment que l'ange était quelque part près de lui. Il sentit une épée sur son épaule et se demanda s'il allait vraiment se faire tuer. Il commença à paniquer se disant qu'il devait s'enfuir de cette maudite épreuve. Et Ai a attaqué l'ange avec de la magie et a crié au monstre de le regarder. Il fut surpris en entendant sa voix, et l'ange fut d'abord distrait par lui, mais se reconcentra aussitôt. Inquiet pour lui, il cria son nom, lui hurlant de s'enfuir de là. Il sentit de nouveau l'épée sur son épaule et se dit qu'avant de frapper l'ange, posait sa lame sur son épaule. Que pouvait bien signifier un geste aussi inutile? Il devait de toute urgence trouver une solution, une épreuve de force et des combats contre des monstres. Un ange est une épreuve d'érudition. Ils avaient dû affronter des adversaires plus forts. Une lame sur l'épaule, un arc, un chevalier. Si les peintures murales sont un indice, alors ça ne peut pas être ça. À la surprise générale, le protagoniste s'agenouilla devant l'ange qui tenait la lame de son épée sur son épaule. Suite à ce geste, l'ange recula et tout le monde fut surpris. Il déclara à voix haute qu'il devait adopter une posture de loyauté. C'est la clé pour réussir l'épreuve. Les fresques murales sont l'indice. La première est une épreuve de force et la seconde une épreuve d'érudition. Elle représente un chevalier s'inclinant devant un ange en signe d'allégeance. Ça peut paraître étrange, mais ça fonctionne. Cette position est difficile à maintenir en dehors de la zone de l'œil. Ils doivent être prudents et ramper sur la dalle du torse. La respiration est bloquée. Ils doivent d'abord se déplacer vers la dalle de la paume.
Sod était allongé sur le seau, les jambes en l'air, quand un ange s'est approché de lui et a commencé à pointer son épée vers ses épaules. Il a été pris de panique à cause de ça. Se tournant vers l'ange, il a hurlé et a attaqué avec de la magie. Cela a soulevé un grand nuage de poussière. Mais l'ange a posé une épée sur son épaule, ce qui l'a vraiment terrifié, et il a crié qu'il ne voulait pas mourir. Pourquoi lui? Il n'a qu'à choisir quelqu'un d'autre, ou alors ils doivent l'aider. Bande d'incapables. Personne ne pouvait l'aider. Et l'ange le tua d'un coup d'épée. Kai entendit cela, serra les dents et pensa qu'il n'avait pas pu le sauver. Il entendit des bruits à proximité et se dit que l'ange était déjà passé à côté de lui plusieurs fois. Cela signifie que les autres sont là eux aussi. Il espère vraiment qu'ils survivront. Ils retrouvèrent la vue et une voix annonça qu'il restait 6 survivants. La deuxième épreuve, l'épreuve d'érudition, était terminée. Ils regardèrent tous l'ange qui commençait à disparaître et une voix annonça que l'épreuve finale commencerait dans 3 minutes. Les militaires s'approchèrent de lui et d'une voix joyeuse lui dirent qu'il avait été génial, qu'il les avait sauvés. Il ne les comprenait pas car il parlait anglais et Ae lui expliqua qu'il le remerciait. Il demanda s'il pouvait le remercier à son tour. Grâce à lui, ils avaient survécu à cette horreur. Cependant, il baissa la tête et dit qu'il n'avait pas été à la hauteur. Il était censé diriger cette mission en tant que commandant, mais au final, il a perdu de nombreux camarades. Il a échoué en tant que leader. Se tenant à proximité, quelqu'un a dit d'une voix forte que ce n'était pas vrai. Il l'a regardé et a dit que sans son aide, il serait mort. Il était heureux de l'avoir à leur côté et lui en était reconnaissant. Peu après, la voix annonça que les 3 minutes s'étaient écoulées. Le début de l'épreuve finale. L'épreuve de l'âme fut annoncée. Ils doivent se séparer en 2 équipes et franchir la porte. Leur épreuve se trouve juste derrière ces portes. Un soldat a dit que dans ce cas, tout était décidé. Il irait avec ses gars. Il aimerait parler à ce type, mais il parlait des langues différentes et ne se comprendrait pas. Aïe accepta et dit qu'avant de se séparer, il aimerait connaître son nom. Le protagoniste le comprit et lui dit son nom. Il dit d'un air pensif qu'il croyait avoir déjà entendu parler de lui, mais que c'était une erreur. Quel est son rang? Il détourna le regard et dit d'une voix un peu gênée qu'il était sans rang. Les soldats furent très surpris et s'exclamèrent. Il a fait tout ça en étant sans rang. On dirait qu'il est venu pour la grosse récompense. C'est de l'inconscience. Il se tint à côté de lui et dit qu'il les avait quand même sauvés. Il est important de comprendre que les capacités ne sont pas l'essentiel. La jeune fille posa la main sur son épaule et lui demanda s'il ne comprenait donc pas à quel point ce cube était dangereux. Alors pourquoi a-t-il fait une chose pareille? Il a répondu que sa sœur souffrait du syndrome d'épuisement magique. Hier, son état s'est aggravé pour atteindre le stade 3. Le traitement coûte très cher. Tout le monde eut pitié de lui et dit que cette maladie était aussi très répandue dans leur pays. Il a risqué sa vie pour sa sœur. Ce fut un coup en plein cœur. L'un des soldats a regardé la photo sur son téléphone et a dit qu'il n'avait pas vu sa famille depuis longtemps. Alors ils doivent vider le donjon et il les récompensera. Ils pourront retourner dans leur pays et passer du temps avec leur famille. C'est ce que vous voulez, n'est-ce pas? L'un des soldats s'est approché de la fille et a dit que dans ce cas, il voulait passer ce week-end avec elle. Une fille adorable. Le destin nous a réunis. Comment t'appelles-tu? Elle a pris la main d'Ei et a dit qu'elle s'appelait Tendo Midori. Nous sommes seulement fiancés pour le moment, mais un jour je porterai son nom de famille. Il s'est mis à pleurer en entendant ça, et les soldats se sont approchés de Louis en lui disant qu'il s'était fait rembarrer. Il devrait réessayer une autre fois. Maintenant, il a une raison de plus de sortir d'ici vivant. Ils devront penser à les inviter au mariage. Le protagoniste pensait que moins de 10 minutes de leur conversation animée s'étaient écoulées, et pour la première fois depuis longtemps, il put rire aux éclats. Après cela, ils terminèrent leur discussion et passèrent par 2 portes différentes en se disant au revoir. Et Marchette en tête utilisa la magie pour éclairer l'endroit et dit qu'ils devaient rester sur leur garde. Il marchait à côté de lui, l'interpella et dit qu'il y avait quelque chose là. Ils s'approchèrent, virent un collier et demandèrent ce que c'était. Soudain, une lumière apparut à cet endroit et ils virent de nombreux monstres immenses se tenant derrière des barreaux. Ils les regardèrent et demandèrent « Combien sont-ils? » Est-ce qu'on doit vraiment tous les tuer? C'est tout simplement impossible. On n'y arrivera jamais. Midori pointa son doigt sur le côté, l'appela par son nom et dit qu'il y avait une porte là-bas. Ils devaient courir jusqu'à elle. Soudain, une créature imposante apparut devant eux dans ce couloir les empêchant d'avancer. Ils entendirent une voix qui disait qu'ils devaient choisir une victime. La personne choisie mettra le collier et la voix sera libre pour les autres. Ils furent tous choqués par ce qu'ils entendirent et dirent « Ça veut dire qu'un seul mourra et que 2 survivront. » La voix annonça qu'il leur restait 1000 secondes. Ia indigné demanda à voix haute « C'est une blague. C'est quoi cette épreuve monstrueuse? Combien de temps encore vont-ils jouer avec nous et se moquer de nous? » Il tomba à genoux et Kai regarda le collier en pensant que quelqu'un allait forcément mourir ici. Et pourtant, il s'était juré de se retrouver dehors. Il ne pouvait pas. C'était trop cruel. Il serra les dents et dit qu'il ne voulait pas mourir.
Midori se leva, prit un couteau et se dirigea vers lui. Elle s'avançait lentement vers lui, mais Ei le remarqua, lui attrapa les mains et lui demanda à voix haute ce qu'elle faisait. Elle répondit d'une voix très nerveuse qu'il devait arrêter. C'était le seul moyen. Il lui arracha le couteau des mains, elle le regarda et se mit à pleurer. Il l'appela par son nom et elle répondit qu'elle savait que c'était terrible. Cependant qu'il fallait bien choisir quelqu'un, alors elle l'a choisi lui. Même s'il ne lui pardonnait pas, même s'il la détestait, elle voulait rester en vie avec lui. Il lui demanda pardon et dit qu'il l'avait forcée à choisir. Il resterait ici et elle devrait partir avec lui. Elle refusa et dit que ce n'était pas ce qu'elle voulait. Elle ne pouvait pas partir sans lui. Il la serra dans ses bras et dit qu'elle devait le comprendre. En tant que vice-capitaine de la guilde, en tant que son mari, il lui demanda de le laisser la protéger. Elle cria son nom et demanda pourquoi tout s'était passé ainsi. Il se souvint du passé quand lui et Nagi étaient à l'enterrement de ses parents et il se demandait pourquoi ils étaient partis. Il la serra dans ses bras et pensa que perdre quelqu'un qu'il aimait, il détestait ce sentiment. Eux deux non plus ne voulaient pas vivre ça tout comme lui, n'est-ce pas? Ils se tournèrent tous les deux pour le regarder et le virent mettre le collier de lui-même sans permission. Il se tourna vers eux avec un sourire, s'excusa et dit qu'il pensait jouer au héros pendant un petit moment. Et Ei s'approcha de lui et l'air très inquiet lui demanda à voix haute ce qu'il faisait. Il devait l'enlever immédiatement. Le protagoniste répondit que ce n'était rien. De toute façon, il était inutile ici. Il répondit à voix haute que là n'était pas la question. Sa sœur l'attendait. Il dit que c'était exactement pour ça et qu'il voulait lui demander quelque chose. Sa sœur s'appelait Nagi. Il expliqua qu'il était venu ici pour l'argent de son traitement. Cependant, cette maladie était incurable et l'argent finirait par s'épuiser tôt ou tard. Il ne pouvait plus faire quelque chose d'aussi dangereux, alors pouvait-il, s'il vous plaît, veiller sur elle? D'accord, il s'excusa. C'était probablement une demande trop effrontée, mais il lui demandait d'utiliser toutes ses relations. L'autre voulut dire quelque chose, mais il détourna le regard et réfléchit intensément. Il prit son courage à deux mains et dit qu'il avait tout compris. Il prendrait soin de sa sœur et la guérirait même complètement si nécessaire. Il accepta et le remercia avec un sourire bienveillant. Ils commencèrent à marcher dans le couloir vers la porte et Midori s'excusa bruyamment auprès de lui pour tout ça. Il resta là et pensa que c'était pour le mieux. Nagi aurait pensé la même chose, n'est-ce pas? Un moins que rien sans rang était allé si loin. Il pensa que c'était encore mieux ainsi. Il avait de la chance. Il avait rencontré le vice-capitaine de la guilde. Qu'y avait-il de plus cool? Il a aussi promis de guérir sa sœur. Lui-même ne pourrait pas tenir sa promesse de s'excuser, mais il lui raconterait ce qui s'est passé. Si seulement il pouvait la revoir, sa sœur bien-aimée. Je me demande s'il y a un paradis ou un enfer. Il espère qu'il ira au paradis. Il s'assit par terre, se prit la tête entre les mains et pensa qu'il allait vraiment mourir. Il se mit à pleurer et pensa qu'il ne voulait pas mourir. Il tendit la main vers eux et pensa qu'il ne devait pas l'abandonner. Il avait peur. Quelqu'un devait le sauver. Soudain, une clé tomba devant lui et les autres aventuriers étaient aussi enchaînés, ce qui les inquiéta beaucoup. Une voix annonça que l'épreuve finale de l'âme commençait maintenant. Le protagoniste fut très surpris par cela et pensa que ce n'était pas possible. Alors cette épreuve commençait maintenant. La clé ne pouvait déverrouiller que deux chaînes. Il devait choisir judicieusement. Il ramassa la clé et se dit qu'elle était maintenant entre ses mains. Elle ne pouvait libérer que deux personnes, lui et quelqu'un d'autre ou bien les deux autres. En d'autres termes, il pouvait maintenant disposer de leur vie comme il le voulait. À chaque pensée qui lui traversait l'esprit, à chaque respiration saccadée, il sentait de plus en plus cette obscurité grandir en lui. C'était répugnant car ses instincts prenaient le dessus sur sa raison. Il ne savait pas ce que c'était, quelle sorte de voix parlait à l'intérieur de lui. Un squelette apparut à côté de lui et lui dit qu'il devait choisir son salut. Pas la peine de jouer les durs. Pourquoi ne pas utiliser cette clé et t'échapper tout seul? Personne ne saura ce qu'il a fait et personne ne le blâmera. Il se couvrit les oreilles avec ses mains et cria de se taire. Il voulait les sauver tous les deux. Le squelette demanda « Mais de quoi il parle? » S'il l'avait vraiment voulu, il les aurait sauvés depuis longtemps. Il ne serait jamais arrivé aussi loin sans son aide. Ce devrait donc être à eux de se sacrifier pour lui, n'est-ce pas? Car répondit que Hé lui avait promis que sa sœur serait sienne. Le squelette demanda s'il était sérieux. Il ne la reverrait plus jamais s'il mourait, n'est-ce pas? Tout ce dont il a besoin, c'est de l'argent pour le traitement de sa sœur. N'est-ce pas le scénario parfait? Après tout, est-il sûr qu'ils tiendront leurs promesses? Il devrait y réfléchir. Ce sont des inconnus. Il ne les connaît que depuis un jour. Ont-ils vraiment une raison de tenir leurs promesses? Personne ne saura ce qu'ils se sont dit ici, et peu de gens voudraient vivre avec le fardeau d'une personne handicapée. Alors il devrait s'occuper d'elle lui-même, n'est-ce pas? Il rétorqua que cependant il ferait plus pour ce monde qu'un moins que rien comme lui. Le squelette se transforma en Sato et lui dit d'arrêter de s'humilier. Il était devenu bien plus fort. Il en a eu la preuve quand il a essayé de le sauver. Tout le monde n'est pas capable de sauver celui qui l'a harcelé toute sa vie. C'est tout. Il a déjà essayé de les sauver et voilà sa récompense.
Il doit être fort et ne pas accorder plus de valeur à la vie d'un autre qu'à la sienne. N'est-ce pas là l'essence d'une épreuve de l'âme? La valeur de la vie, la force de l'âme. Le protagoniste se dit qu'il avait peut-être raison et que ses paroles étaient vraies. Il ajouta qu'alors il savait. Que devait-il faire? Il accepta. Il lança la clé à Ai de toutes ses forces. Il l'appela et lui demanda « Tu veilleras sur Nagi, n'est-ce pas? » Il comptait sur lui. Sato commença à s'effacer. Il le traita d'idiot et lui demanda ce qu'il fabriquait. Il était toujours comme ça, à toujours se plier en quatre pour les autres. Il avait toujours été ainsi sacrifiant son honneur, sa fierté, son bien-être, tout. Même s'il n'était qu'un avorton, un idiot inutile et stupide. Il devait arrêter de jouer les héros. Ça le rendait fou. Le protagoniste se tourna vers lui avec un sourire acquiescent et demanda « La classe non », avant de disparaître complètement. Il l'insulta et à cet instant une voix annonça que le temps était écoulé. Les monstres allaient maintenant être libérés. Il ramassa un couteau et hurla « Alors ça te plaît, Dieu, tu voulais sans doute voir la souffrance humaine. » Il demandait pardon, mais ça n'arriverait pas aujourd'hui, car il résisterait jusqu'au bout. À ce moment précis, un ange apparut derrière lui et dit qu'elle l'avait enfin trouvé, l'âme la plus pure digne des yeux d'or. Le protagoniste regarda autour de lui, surpris. Où étaient-ils les ténèbres l'entouraient? La dernière chose dont il se souvenait, c'était d'être au seuil de la mort aux mains des monstres. Et puis soudain, un ange était apparu. C'est donc ça le paradis. À cet instant, une voix de système retentit l'informant qu'il avait passé avec succès l'épreuve de l'âme. Le protagoniste pensa confus. Une épreuve de l'âme. Était-il toujours à l'intérieur du cube? La voix annonça à nouveau le classement du tournoi. Les survivants étaient Tanaka Iei et Tendo Midori. Les éliminés étaient Alfred Terrell Lurele et Kyo Brutus. Le protagoniste eut le souffle coupé. Les éliminés. Étaient-ils vraiment morts? La voix Sebio annonça ensuite que le sujet de Test Kai qui avait terminé le cube serait transporté dans la chambre divine. De plus, l'orbe du chevalier et l'œil du dieu lui seraient conférés. Très vite, le protagoniste réalisa que quelqu'un était là. Il dégaina sa lame et se prépara à une éventuelle attaque. Soudain, une partie de la pièce fut illuminée par une vive lumière et le protagoniste vit un squelette vêtu de robe blanche sur le trône. Le protagoniste s'exclama avec surprise « Qu'est-ce que c'était que ça? » Il savait que ce squelette n'était pas fait de restes humains. Après tout, le squelette avait des ailes et il siégeait fièrement sur ce trône. Sur le mur derrière le trône, Kai vit des hiéroglyphes. Il fut surpris. C'était la première fois qu'il les voyait, mais il pouvait les lire. Plissant les yeux, il commença à déchiffrer ce qui y était écrit. La première ligne disait « Ils ont perdu de manière honteuse ». Il continua sa lecture « La défaite des êtres de lumière approche. Même leurs corps seront capturés. Le monde entier risque d'être asservi. Bientôt tout sera entre leurs mains. Qu'ils placent tout sur leurs épaules. » La princesse utilisa une magie interdite, sacrifiant les chevaliers sacrés. Ensuite, il y eut une supplique pour le pardon venant des enfants du futur. Il lut deux autres phrases. Que le pouvoir de l'œil divin soit accordé aux fidèles et aux dignes, et que son âme pure débarrasse ce monde misérable des criminels. Soudain surpris, Kai aperçut la pyramide avec l'œil gravé et le rad de cou. Il se demanda s'il pouvait y toucher sans risque. C'était peut-être une sorte de levier pour sortir d'ici. Il examina attentivement les objets près du squelette et espéra que ce n'était pas un piège. Tendant la main avec précaution, le protagoniste prit le ras de cou et y lut l'inscription Lancelot. Pour une raison inconnue, sans même réfléchir, il le passa autour de son cou et dit « C'est le nom du chevalier de la légende arthurienne. » Soudain, il réalisa. Pourquoi l'avait-il mis? Et s'il était sous une sorte d'influence? Ses mains se mirent à bouger d'elles-mêmes. Quelle horreur! Soudain sorti de nulle part, un chevalier en armure se dressa devant lui, lui faisant bouclier. Des monstres surgirent de nulle part et le chevalier s'en débarrassa rapidement. Le protagoniste était perplexe. Qui était-ce? C'était le chevalier de la lumière. Des ennemis apparurent de nouveau soudainement et Lancelot engagea le combat. Ses mouvements étaient précis et habiles. Le tintement de son épée vibrait dans l'air. À ce moment, le protagoniste vit la princesse accroupie au sol, esquivant les attaques ennemies. Le chevalier lui demanda si elle allait bien. Le protagoniste était abasourdi. Étaient-ce les souvenirs de quelqu'un d'autre? La princesse commença à s'excuser auprès de Lancelot. Il était devenu son chevalier, ce qui signifiait qu'il était condamné à cela. Le chevalier rétorqua avec ferveur. « Je vous en prie, ne dites pas ça. Je n'étais personne et vous m'avez sauvé. Ma vie n'appartient qu'à vous et à personne d'autre. » Le protagoniste, en regardant la scène, réalisa que les souvenirs de quelqu'un d'autre avaient envahi son esprit. Le courageux chevalier Lancelot avait sauvé une certaine princesse d'innombrables fois, et dans cette relecture chaotique des événements, il ne pouvait en détacher son regard. Après un moment, la princesse tendit au chevalier un objet brillant et remercia son héros. Le protagoniste fut surpris de reconnaître le cadeau, c'était un cube. Soudain, Lancelot se tourna vers lui et dit « Enfin, il est là !» Le jour était venu où son honneur, son savoir et son pouvoir seraient transmis à un autre chevalier.
Vraisemblablement, il lui confiait ce monde à lui, le chevalier de notre époque. Puis tout disparut et le protagoniste sentit que ses joues étaient humides. En y portant la main, il le remarqua avec stupeur. Des larmes brouillaient sa vue et il se demanda si c'était un souvenir. C'était comme si quelqu'un avait touché son cœur. Le squelette était toujours assis immobile sur le trône. Kai ne comprenait pas grand-chose à tout ça. Cependant, une chose était claire comme de l'eau de roche. C'était peut-être le passé de cet univers. Il ramassa le cube et perçut un certain secret à leur sujet. Et tout cela lui avait été confié par le valeureux chevalier, et cette relique était maintenant sienne elle aussi. Une voix retentit soudainement donnant l'ordre d'activation et informant le protagoniste que la compétence œil divin était en cours de transfert. Une lumière très vive commença à émaner du cube et le protagoniste remarqua que son corps bougeait par inertie. Le système lança le compte à rebours d'activation puis sa conscience s'évanouit. Soudain, le squelette s'illumina également et à sa place apparut un ange, celui-là, même qui avait sauvé le protagoniste l'aidant à activer l'œil divin. Et cette compétence d'origine divine peignit le monde du protagoniste de nouvelles couleurs. Quand il se réveilla, il se retrouva dans une chambre spacieuse, illuminée par les vifs rayons du soleil. Le protagoniste se demanda où il était. En regardant autour de lui, il fut surpris. Était-il vraiment chez lui? Tout ça n'était qu'un rêve. Il franchit la porte. Quelque chose lui entra dans l'œil, et puis quoi? Ses paupières étaient lourdes. Alors Kai décida de prendre une douche. Quand il s'approcha du miroir, sa stupéfaction fut sans borne. Un ras de cou ornait son cou. Totalement surpris, il activa son statut et dit perplexe « Son nom est Kai et son état est normal. » Ensuite venait son mana ainsi que quelques stats. Son niveau de mana était de 5, son taux de conversion d'attaque était de 25. Son taux de conversion de défense était aussi de 25% et l'agilité ainsi que l'intelligence affichaient également un taux de conversion de 25%. Sa compétence était Œil divin, niveau 1, s'exclama le protagoniste avec surprise. Ce n'est pas possible, c'est quoi ces stats? La voix du système l'informa que le transfert de la compétence Œil divin avait été accompli avec succès, pensa-t-il confus. Donc ce n'était pas un rêve. L'état de choc fit place à la joie. Il s'exclama joyeusement « J'ai réussi, j'ai enfin obtenu ma première compétence. Ce n'est certainement pas un outil offensif, mais si je l'utilise correctement, ça peut devenir un excellent soutien. Je ne décevrai plus personne. » Le protagoniste appela sa sœur par son nom et dit que son frère avait acquis une compétence. Le protagoniste regarda par la fenêtre et pensa soudain « Oui, comment ai-je pu oublier ça? » L'état de Naji empirait. Le protagoniste se précipita dans la rue et courut aussi vite qu'il le pouvait. Les passants le regardaient avec surprise, mais le protagoniste ne remarquait personne. Il courait et pensait « Le cube doré, les épreuves, tout ça est réel. Ça arrive vraiment. Les 10 millions pour le traitement de sa sœur seront à lui. » Le protagoniste ne se rendit même pas compte de la vitesse à laquelle il arriva à l'hôpital où il fut accueilli par un médecin et une infirmière surpris. Il le dévisageait avec stupéfaction. Kai, essuyant la sueur qui perlait sur son front, salua le médecin et s'exclama « Il a réussi. Il a l'argent pour le traitement. » Qu'il commence à soigner sa sœur tout de suite. Le médecin abasourdi tenta de le calmer, mais le protagoniste continua. Il devait se dépêcher. Ils n'avaient plus beaucoup de temps. Qu'il l'hospitalise dès que possible, si possible. Maintenant. Le médecin dut élever la voix pour se faire entendre et il cria presque son nom. Quand le protagoniste se tut, le médecin lui demanda « Vous êtes bien Kai, n'est-ce pas? » L'homme répondit perplexe. « Oui, mais que s'est-il passé? » Le médecin alluma les informations qui annonçaient que de nouveaux détails sur le cube doré avaient été révélés. Le mois dernier, Tanaka Ai est revenu de l'année dorée. Seulement 2 survivants. C'est une catastrophe. Le gouvernement est sous pression pour traduire en justice le vice-capitaine de la guilde Avalon. Le protagoniste pensa déconcerté. Le mois dernier, seulement 2 survivants. Il regarda le médecin et eut une soudaine révélation. Le protagoniste se dit « Ne me dites pas que le docteur va m'annoncer que moi, Kai, je suis déclaré mort. » Le médecin se gratta la tête confus et l'infirmière avait l'air d'avoir vu un cadavre revenir à la vie. Quelque temps plus tard, Kai et le médecin étaient en voiture. L'homme lui apprit que Nagi avait déjà été transféré dans un autre hôpital. Son tuteur actuel était le vice-capitaine de la guilde Avalon, Tanaka Ai. Le protagoniste stupéfait écoutait en silence. Le médecin continua. Tanaka était revenu du cube et était immédiatement venu le voir pour demander le transfert de Nagi. Au début, il avait été surpris ne sachant pas qu'ils se connaissaient d'une manière ou d'une autre. Le protagoniste pensa sombrement. Il avait fait un serment. Le docteur poursuivit. Voici ce qu'il lui a dit. Il est le médecin traitant de Nagi, elle reste donc sous sa responsabilité. Dernièrement, il n'a cessé de faire la navette entre son hôpital et le nouvel établissement où la jeune fille est soignée. Cette institution est spécialisée dans ce traitement. C'est le meilleur hôpital pour ceux qui souffrent de cette maladie. À leur arrivée, le médecin le conduisit à la chambre de sa sœur, où elle reposait sous un masque à oxygène, et lui dit qu'il pouvait se détendre. Elle allait bien maintenant.
Le protagoniste appuya son front contre la paroi de verre froide qui le séparait de Nagui, son cœur se serrant de douleur et de compassion. Sa sœur si petite comparée à l'immense lit sur lequel elle reposait entourée de capteurs et de machines sous respiration artificielle, le masque couvrant presque tout son visage. Il ne put s'empêcher de laisser les larmes monter à ses yeux et il remercia Dieu qu'elle soit en vie. Le docteur lui dit finalement d'aller voir Tanaka. Il fallait qu'il sache que Kai avait survécu. Après avoir quitté l'hôpital, le protagoniste s'exécuta arrivant à la guilde la plus grande et la plus influente de son pays, Avalon. Le protagoniste fut tout simplement émerveillé par sa taille et par le bâtiment lui-même. Il avait vu ce bâtiment plusieurs fois à la télévision, mais en vrai, il était beaucoup plus grand. Ce bâtiment était tout simplement énorme. À l'intérieur, à la réception, il fut accueilli par une gentille jeune femme qui lui demanda « Bienvenue, comment puis-je vous aider ?» Le protagoniste la salua et lui dit qu'il souhaitait voir Tanaka. La réceptionniste fut surprise qu'il parle de leur vice-capitaine. Le protagoniste, distrait par les autres aventuriers, se souvint soudain de ce qu'il faisait et lui dit « Oui, c'est bien ça. » Elle lui demanda son nom et son numéro d'identification. Pendant qu'elle vérifiait les informations, elle lui demanda de patienter un instant. Peu de temps après, elle déclara « C'est bien vous. Le vice-capitaine arrive. Vous pouvez vous asseoir et l'attendre. » À ce moment-là, Tanaka, tel un ouragan, sauta dans la pièce depuis le 2e étage et se mit à hurler le nom du protagoniste à plein poumon. Tout le monde le dévisagea stupéfait. Le vice-capitaine courut vers le protagoniste et tomba à ses pieds, répétant encore et encore son nom. Le protagoniste lui dit penaud « Oui, je suis vivant. Je suis vivant. Et mes jambes sont toujours là. » À ce moment, Tendo apparut et dit en larmes au protagoniste « Il est vivant. » Un peu plus tard, une fois l'émotion retombée, les alliés se rendirent dans la chambre de Nagui. Le garçon lui dit « Je comprends. » Alors mon choix, lors de l'épreuve finale, était le mauvais. Le protagoniste confirma que c'était vrai. Il voulut continuer son histoire, mais quelque chose se bloqua dans sa gorge et il eut un hoquet de surprise. Tanaka, perplexe, lui demanda si quelque chose n'allait pas. Le protagoniste esquiva la question et lui assura que tout allait bien. Il voulait lui dire qu'il s'était réveillé en réalisant qu'il était chez lui. Dans sa tête, il se demanda avec surprise ce qui venait de se passer. Il voulait parler à son ami de la chambre divine, mais il ne le pouvait pas. Était-ce à cause d'un collier? Lorsqu'ils s'approchèrent de la paroi vitrée, Tanaka regarda la jeune fille et dit d'un air sombre que c'était sans espoir. Mais Kai ne devait pas s'inquiéter pour sa sœur. Il veillerait sur elle. Le protagoniste lui demanda s'il en était sûr. Le garçon répondit « Bien sûr ». C'était une promesse très importante qu'il avait faite et il ne la romprait pas. Le protagoniste l'a remarqué, mais il était de retour et ne voulait plus l'embêter avec ça. Le vice-capitaine posa sa main sur son épaule et dit « Il sait que lui, Kai, travaille dur pour Naji, mais il n'a plus à porter ce fardeau tout seul. Il peut compter sur eux, ses camarades. » Le protagoniste le regarda avec étonnement et gratitude, s'inclina profondément et lui demanda de prendre soin de sa sœur. L'homme répondit « Oui, qu'il nous la confie. » À cet instant, l'estomac du protagoniste gargouilla bruyamment et il se serra le ventre avec la main. Tanaka lui demanda s'ils pouvaient déjeuner ensemble. Le protagoniste accepta en disant « Avec plaisir ». Un peu plus tard, Kai, marchant dans la rue et regardant son carnet de chèques, pensa à aller manger un morceau avec Tanaka, mais il semblait qu'il n'avait pas le temps. Le protagoniste était entouré de journalistes qui voulaient en savoir plus sur le cube doré, mais il n'y était pas préparé. Alors le vice-capitaine s'occupa des journalistes omniprésents. Le protagoniste décida d'aller manger un morceau quelque part tout seul. Tanaka se porta volontaire pour s'occuper du traitement de Nagui. Le protagoniste reçut sa récompense et maintenant, en regardant les relevés, il pensa « 10 millions à ma disposition. » C'était la première fois qu'il tenait autant d'argent entre ses mains. Quand il avait reçu sa récompense pour la première fois, c'était comme si son esprit s'était divisé en deux. Une moitié se réjouissait. Il n'y aurait pas d'autre occasion comme celle-ci. Aujourd'hui, c'était décidé, il allait faire des folies. L'autre moitié, son côté vertueux, objecta « Non, cet argent est pour Nagui. Il ne faut pas le dépenser bêtement. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. » La première moitié rétorqua « Quel oiseau, la nourriture, c'est la base de tout. On ne peut pas lésiner là-dessus. Avant une longue aventure, il faut bien se fortifier. C'est la base de tout. » Le protagoniste donna raison à la première moitié. Elle avait raison. Il valait mieux dépenser l'argent et manger correctement. Sa conscience vertueuse était choquée. Le côté obscur jubilait, mais ça, c'est une autre histoire. Qu'est-ce qu'on mange? Steak de Matsusaka, foie gras ou caviar? Quand le protagoniste commanda son repas, on lui apporta son plat. Le côté vertueux commenta un bol de viande froide. Le côté obscur était indigné. N'était-ce pas ce qu'il mangeait déjà tous les jours? Ou était le luxe qu'il s'était imaginé? Kai remarqua qu'il commandait habituellement une portion moyenne, mais que celle-ci était très grande. Il continua en ajoutant un œuf et des pickles sur le dessus. Les deux moitiés remarquèrent d'une même voix « Il va falloir garder ce gamin à l'œil. » Le protagoniste remercia le serveur et commença à manger. À partir de ce moment, il apprit lentement à utiliser son œil doré.
Il pouvait voir diverses stats des gens autour de lui comme leur niveau de mana, leur nom, leur classe, etc. Ou par exemple celle des êtres éveillés de l'équipement fabriqué à partir de pierres magiques et des monstres. Mais la compétence ne fonctionnait pas sur les objets ordinaires comme les boîtes de conserve ou les herbes. À cet instant, par exemple, il ne pouvait pas voir les stats de ce bol. Sa compétence réagissait aussi au miroir mais pas aux télévisions ou aux photographies. Quand il active la compétence, il voit les stats de tout ce qui se trouve dans son champ de vision. S'il fixe quelque chose assez longtemps, elles deviennent plus détaillées. Un aventurier apparut devant lui, s'approcha du comptoir et commanda un bol de viande. Il sentit quelqu'un le fixer du regard. Pendant ce temps, le protagoniste, en le regardant, analysait « Wow, les stats de l'épée de ce type ». Quand il posa l'arme, les stats changèrent. Mana 4000 attaques, 600 de défense, 500 de dextérité, 500 et intelligence 40. Il pensa « Alors comme ça, les stats de l'épée changent considérablement quand elle est entre les mains de son propriétaire. » À ce moment-là, Kai surprit la conversation d'un groupe d'aventuriers. Le premier demanda au second au fait ce qu'il pensait du vice-capitaine de la guilde Avalon. Le second répondit « Eh bien, vous savez tous que les informations sur la conquête du cube sont classifiées non. Seulement 2 survivants, mais ils n'ont même pas ramené de pierres magiques ou quoi que ce soit, et l'un d'eux, pour une raison inconnue, est le vice-capitaine de la guilde. Ils n'ont même pas pu expliquer pourquoi le cube doré avait disparu. » Le protagoniste réagit avec surprise aux derniers mots de l'aventurier. Il se leva même de sa table. Le cube doré avait disparu. Les aventuriers le regardèrent perplexes de leurs expressions, demandant clairement « Mais c'est qui celui-là » Quelque temps plus tard, le protagoniste arriva à la gare de Shibuya et vit un petit rassemblement improvisé à l'endroit où se trouvait le cube. Plusieurs personnes y déposaient des fleurs, des boissons et des bougies. Il pensa à Batu « C'est vrai, le cube doré a disparu. » En s'approchant de l'endroit, il vit 2 femmes. La femme la plus âgée se mit à pleurer et demanda « Pourquoi est-ce que ça arrive? J'aimerais qu'il revienne. » Elle devait faire référence à un être cher décédé. La jeune femme, le visage plein de compassion, tapota l'épaule de l'autre femme. Kai repensa à tous ses alliés et se dit « Ils ont tous disparu sans laisser de traces. Il ne me reste que l'œil divin et ce collier. Qu'est-ce que c'était que ça? Pourquoi ce cube est-il apparu? Pourquoi faire? » S'arrêtant près de l'entrée du donjon, il se rappela les souvenirs vus dans la chambre divine et se dit qu'il y avait quelque chose d'important à propos des cubes. Ensuite, il s'est approché de l'entrée du donjon, mais un garde l'a arrêté, lui disant que seules les personnes autorisées pouvaient aller au-delà de ce point. Kai jeta un regard par-dessus son épaule et fut grandement surpris par ce qu'il vit.